ça. Si on dit des conneries intelligentes un On n'est pas à jour, l'abri. On n'est pas à l'abri. on n'est pas à l'abri de dire une connerie intelligente. On n'est pas à l'abri. Comment je vais? C'est ça ta question? Bah écoute, oui. Ah, j'ai un copain qui me pose toujours la question quand on commence nos échanges, comment vas-tu? C'est rigolo. Et je ne sais jamais quoi répondre parce que je me pose toujours la question, est-ce que je réponds vraiment? Et à ce moment-là, je suis obligé de dire des choses, je vais développer un peu, ou est-ce que je fais semblant de répondre pour passer à la suite? Ah oui, bah, peut-être que la question n'est pas si anodine alors. Ben, Peut-être que c'est-à-dire dévoiler de que l'intime, c'est pas forcément très marrant. ben, et ça peut être ça. Et c'est comment vas-tu? C'est une question tellement sociale Ouais. que, tu sais, ça fait penser au sketch de Coluche, qui est très connu. Comment tu vas? Ça va? Et toi, ça va? Ouais, ça va. Moi, ça va. Et toi, ça va? Ouais, ça va. Ben, ça va. Et toi, ça va? Bon, ça va. Bon, bah, alors, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on se dit? Ah, c'est-à-dire qu'en Bon, fait, bah, d'un point de vue voilà, social, souvent quand on pose la question comment vas-tu et on n'écoute pas la réponse. c'est ça. Il vaut mieux pas répondre quelque chose de désagréable. Sinon, ça amène loin. Tu vois, comment vas-tu? Et l'autre, il te répond, bah, la dépression, quoi. Ben oui. Eh oui, ça peut être dangereux. C'est une question dangereuse. Eh oui, toute question intelligente prend le risque d'une réponse intelligente. Alors, quelle serait la différence entre comment vas-tu et, parce que je me suis déjà posé cette question-là pas mal de fois en séance, Ouais. la différence entre comment vas-tu et qu'est-ce qui est présent maintenant? Parce que ce qui est Ah, présent, je pourrais me raconter que ce qui est présent, c'est plutôt factuel. Et comment vas-tu? Il pourrait y avoir une part d'interprétation, de jugement, ouais. Oh, bah, ça va bien. Généralement, ça va bien. Puis quand on creuse, ça va pas du tout bien, quoi. c'est ça, voilà, exactement. Exactement. Et puis, moi, je trouve que c'est une question vraiment intéressante, tu vois, comment vas-tu, qu'est-ce qui est présent, parce que euh, soit il y a une réponse sociale, mais si c'est une réponse sociale, c'est une réponse simple et qui a pour but de passer sur un autre thème en n'évoquant pas des choses un peu délicates, complexes ou subtiles. On voit ça très bien à la télé hein, ou dans les interviews radio. Hein. On commence pas bon. Alors comment ça va, machin? Bah, ça va. Et alors maintenant, on passe au thème. Hein. Bon. C'est classique. Hein. Mais si on regarde de plus près, comment vas-tu? Qu'est-ce qui est présent? Euh, c'est des questions, je trouve, auxquelles il est difficile de répondre de façon simple si on répond sincèrement. Hein. Parce qu'il y a plein de nuances dans comment on va. Hein. Il y a comment je vais aujourd'hui, comment je vais cette semaine, c'est pas pareil. Il y a comment je vais physiquement, comment je vais moralement, il y a comment j'aimerais aller, ce qui est différent de comment je suis. Il y a les espoirs, les doutes, il y a le travail, il y a la famille. Enfin, on peut aller bien en famille et mal au travail, et l'inverse. Oui, non, Donc, et donc tu vois que ça revient à ce que tu posais en préambule. Comment ça va? Et donc ça pose aussi la question de qu'est-ce que je partage pas. oui, 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 oui. Qu'est-ce que je partage pas? On pourrait rajouter maintenant avec telle personne, devant un public ou pas. Parce que ce que je partage va être dépendant de tous ces facteurs-là. Suis-je capable aujourd'hui de partager? Parce qu'on peut avoir envie de ne pas être capable, être empêché par des protecteurs, on dirait un IFS. Donc tu vois, on aborde déjà un thème, c'est sympa. Hein on pourrait presque intituler cette vidéo «Comment ça va?» Ben oui. Et moi, en séance, je me suis pas mal de fois posé, j'ai pas d'ailleurs vraiment résolu comment démarrer la séance par comment ça va ou qu'est-ce qui est présent. C'est pas tout à fait pareil. Non, 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 non.
Non, non. D'ailleurs, tu vois, ça pourrait être un thème, ça, qu'on peut déjà enclencher suite à cet échange, hein. C'est qu'est-ce qu'un début de séance? Comment commencer une séance? Pourquoi commencer comme ça? Mhm. Tu vois, donc, comme commencer un entretien entre nous, ou avec un ami d'ailleurs, ou avec une connaissance superficielle. Dans quelles circonstances vaut-il mieux commencer par comment ça va de façon polie, en attendant surtout rien? Et dans quelles circonstances vaut-il mieux commencer par une autre question? Et donc, je me suis interrogé sur le premier mot que je prononce. Toi, Hein, hein, quand quelqu'un arrive et j'ai décidé pour l'instant, c'est ce que je fais, de prononcer le mot bienvenue. oui. Le Mhm, premier mot qui est dit. mhm, Après, je pense qu'il y a une dimension, toi, on avait fait une vidéo sur des liens oui, et, et le comment ça va, que le côté social, c'est de créer du lien en fait. C'est déjà de. Quand il y a déjà un premier lien qui est fait, ça permet d'ouvrir à autre chose. Peut-être que oui. peu importe la question, l'intérêt, c'est quelle est la meilleure façon de créer du lien, un premier lien quoi, qui ouvre. Mhm, mhm. Mais je suis d'accord avec toi que les mots ne sont pas anodins néanmoins, et il est vrai que je commence aussi mes séances par bienvenue, toujours. Hmm. Est-ce une bonne chose ou pas? Je ne sais pas, mais moi, dans mon mental, bienvenue, ça peut être écrit en 2 mots aussi, bien sûr. Et c'est une croyance que c'est utile que les gens se sentent bienvenus dans un espace, surtout si d'ailleurs dans leur vie, ils ne se sont pas sentis bienvenus à leur naissance ou à d'autres moments de leur vie d'ailleurs. Hmm. Donc je trouve que c'est un mot, enfin moi c'est un mot qui me plaît aussi en introduction, à condition que ce ne soit pas un mot social comme comment ça va, parce que comme tu sais, hein, les mots c'est une chose, l'énergie qu'il y a derrière c'est autre chose, hein. Voilà, donc si c'est dit de façon sociale, ça n'a aucun intérêt, mais Ça, si c'est dit, ce serait une ouais, autre thématique qui est comment être toujours authentique dans une séance, c'est-à-dire avec la bonne énergie et pas tomber dans une sorte de routine où les mots se vident au fur et à mesure. Les mots, les questions, il y a c'est toute une ça, trame qui pourrait se vider, qui est plus incarnée au bout d'un moment. c'est ça, c'est ça. Y compris dans les questions officielles qu'on est censé poser pour guider un processus IFS. Voilà. Qu'est-ce que tu éprouves pour cette partie? C'est une question qui peut être complètement désincarnée ou qui peut être habitée. Hmm. Je comprends mieux, moi, avec tout ce qu'on dit aussi, je comprenais bien pour l'avoir pratiqué, la position des psychanalystes aussi qui commencent leur séance en ne disant rien également. Il y a une cohérence là-dedans également. Pourquoi pas? Pour ouvrir un espace à tout ce qui peut venir. Ouais, ou Ça, peut-être pour pas trop rentrer dans le champ de l'autre. c'est Parce que dès ça, qu'on rentre dans le champ de l'autre, ça modifie quelque chose quelque part, naturellement. c'est ça. Avec le petit bémol que le silence, pareil, peut être habité ou un silence stéréotypé, stratégique et stéréotypé, ou peut être un silence agressif. Il y a un livre carrément sur le thème du silence qu'a écrit un psychanalyste, dont je ne me rappelle plus le nom, mais c'est intéressant parce que ça, voilà, il s'agit d'illustrer que le silence n'est pas le silence. C'est pas parce qu'il n'y a pas de blablabla qu'il y a un silence relationnel, hein. Hmm. Donc, même le silence est une façon d'entrer dans la relation et dans l'univers de l'autre. Ce silence peut être interprété comme une agressivité d'ailleurs, comme une agression, comme un abandon, Hmm. ou peut être une vraie agression, un vrai abandon. Voilà, va savoir. Donc, comment ça va, pour revenir à notre thème, et le début d'une séance ou d'une rencontre, comment ça va, ou qu'est-ce qui est présent, ou bienvenu, ou rien du tout.
Beaucoup de choses sont possibles, c'est vrai. C'est vrai. Alors, j'ai remarqué, moi, que également, alors un certain nombre de personnes parmi les patients n'écoutent pas les premiers mots. On n'ont pas l'air de l'écouter ou de l'entendre. Alors, volontairement, je ne généralise pas parce que je crois que les généralisations sont risquées et souvent inexactes. Mais j'ai remarqué qu'un certain nombre de clients sont tellement dans leur propre univers que qu'on leur dise bienvenue, comment ça va, que se passe-t-il maintenant, qu'est-ce qui est présent, c'est complètement zappé, le client est dans son univers et peut démarrer bille en tête sur ce qu'il a prévu de dire ou envie de dire, sans tenir compte du tout du premier mot. Tu vas sûrement rencontrer également ce type de situation. Ou bien peut rester bloqué dans un silence indépendamment de ce qu'on a introduit comme mot, etc. Donc, là aussi, on peut mettre un bémol sur de ne pas trop se prendre la tête sur le premier mot parce que le client vient avec son bagage et son bagage est souvent bien plus lourd que le premier mot qu'on peut poser. Voilà. As-tu remarqué également ce genre de phénomène, Laurent? Ah, j'ai pas trop prêté attention à ça. Moi, je prête plutôt attention à ce qui se passe en moi dès la première, enfin, dès les premières minutes, premières secondes, en fait. Ouais. Euh, et il peut y avoir des moments où il y a un silence et chez moi, en tout cas, une grande hésitation de dire est-ce que je laisse le silence, est-ce que je continue le silence. Voilà, il y a comme une forme un peu de synchronisation ou un peu d'autotune, tu vois, c'est-à-dire qu'un peu comme à la radio, à un moment donné, en tout cas, moi, il me faut un petit temps pour me connecter à l'autre et savoir comment il est. Et c'est pas immédiat. En tout cas, chez moi, c'est pas du tout immédiat. Ça peut prendre quelques minutes. Oui, oui. Et, Donc, moi de pas se aussi, hein, précipiter. Moi, je me précipite pas, en tout cas. Ou si je me précipite, c'est que ça dit quelque chose. bien sûr. Oui, mais je vis la même chose, c'est pas immédiat, c'est rarement instantané comme ça. Mais bien que ce ne soit pas immédiat, ça n'empêche pas d'observer ce qui se passe en soi et ce qui se passe devant soi. Ça n'empêche pas d'observer les phénomènes. Et donc ça, c'est l'un des phénomènes que j'observe. C'est que, quoi que je dise en introduction, parfois, ça semble ne pas jouer un rôle, tellement le client est dans son monde. Ce que j'aurais observé, je crois qu'on en a déjà parlé, c'est que l'énergie du mot, d'où ça part, est bien plus important que le mot lui-même, en fait. Et que le bienvenu, effectivement, peut être, s'il est agressif, ou s'il est ouvert, ou s'il est tendre, ou s'il est à cœur ouvert, ou s'il est sincère. Ouais. Euh, je pense que je pourrais dire un autre mot, ce serait pareil. J'ai cette croyance-là. Et j'ai déjà vécu d'avoir dit des fois des phrases qui sincèrement voulaient rien dire. Enfin, c'était pas du français. Et ça n'a eu aucune incidence. C'est ça. Oui, 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 oui. Alors, il est vrai aussi qu'il y a parfois ce qu'on appelle des ruptures de contact dans la relation qui font que tu dises, quoi que tu dises, de toute façon, ça ne sera pas entendu, par exemple. Ou ça sera entendu complètement différemment de l'intention que tu y mettras ou de l'énergie que tu y mettras. Et c'est très utile d'ailleurs de voir ça parce que ça parle de l'univers de la relation ou de l'univers du client également. Tu peux dire bienvenue, ça peut être vécu comme une agression là où il n'y a pas d'agression, par exemple. Et ça devient intéressant. Ouais. Hmm. Alors d'ailleurs, pour les débuts de séance, également, je pense qu'un des risques pour les psychothérapeutes ou les accompagnants, ça rejoint ce que tu évoques un peu, c'est la stéréotypie des comportements.
Un mot qui est comme bienvenue, qui a l'air d'être un mot plutôt sympa, plutôt positif d'ailleurs, hein, puisque tous les deux on a tendance à l'employer. Je pense que quand ça bascule dans une stéréotypie, il est très probable que ce ne soit pas accordé au client qui est en train de venir. Et il est très probable d'ailleurs que si je mettais l'idéal, si tant est que l'idéal existe, hein, il est très probable que l'idéal serait que le mot d'accueil soit accordé à ce client-là, à ce moment-là. Et il est très probable que pour un client, le mot d'introduction ne devrait pas être le même que pour un autre client, si on n'était pas stéréotypé et centré sur soi, avec sa propre croyance que ce mot-là, c'est le mot qu'il faut. Si tant est qu'on envisage l'accompagnement comme quelque chose de relationnel et donc qui tient compte de l'autre. Qu'en penses-tu, dit comme ça? Bah, écoute, ouais, effectivement, d'un point de vue un peu assez intellectuel, ça paraît intéressant et presque évident. Pour autant, il faut quand même avoir un peu de matière pour s'ajuster avant la rencontre. Alors, moi, je pourrais prendre peut-être les débuts de contre-transfert, ce qui se joue en moi, alors que je ne suis pas encore en rencontre, toi. Il peut y avoir des angoisses, du stress, et de me dire, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est l'autre qui arrive? Et peut-être m'ajuster à ça. On peut mettre un bémol, en tout cas une patte là-dessus. Et si j'ai aucun élément, à un moment donné, il faut bien un repère, et c'est mon repère personnel, si j'ai aucun élément d'autre. On parle de avant la rencontre quand même. Alors, je pense qu'effectivement, s'il n'y a aucun élément, le choix est restreint. Par contre, pour tous les clients qu'on connaît, pour lesquels on a forcément des éléments, puisqu'on les a vus X fois, et il y a même eu une séance précédente, la logique, en tout cas, voudrait que si on était, que ça soit coordonné, en fait. Effectivement. Effectivement. Donc, les débuts de séance, en tout cas, j'ai l'impression, moi, dans mon expérience, que le début de la séance pour les clients est vraiment très variable. Et qu'il y a certains clients pour lesquels les débuts est vraiment essentiel, la manière dont on introduit les choses. Et puis d'autres clients pour lesquels c'est pas essentiel. Il y a autre chose qui est essentielle que le début. Et que ça va se jouer plutôt après. Voire même pour certains clients, ça se joue à la fin de la séance, l'essentiel pour eux, pas au début. Donc, voilà, peut-être que c'est quelque chose de très variable également, selon les rencontres qu'on a avec les clients. Et ce qui me venait, c'est ce que je peux peut-être voir là, c'est est-ce qu'il ne faut pas avoir simplement une question un peu de lâcher prise? Finalement, toi, on lâche un peu la bribe de la voile, et puis le début de séance, il s'accorde un peu de manière animale, un peu de manière intuitive avec la personne, il se passe ce qui se passe, quitte à reprendre après un peu les rênes pour garder le cap, pour garder quelque chose. Mais ouais, c'est ce que je pourrais me dire, en fait, de ne pas avoir quelque chose. Soit on joue la neutralité, soit on joue, j'essaye de m'accorder, mais ça peut être assez intellectuel et ça peut tomber assez faux. Euh, Peut-être juste un lâcher prise et voir comment je raisonne avec l'autre. Je me laisse raisonner avec l'autre. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, oui, de toute façon, à mon avis, c'est un mix de l'ensemble, hein, de tout ça. Hein. J'ai la croyance que rien n'a lieu à 100%. Hein. J'ai la croyance qu'un lâcher-prise à 100% n'existe pas, que posture intellectuelle à 100% n'existe pas. Si tant est que ça veut dire quelque chose, il y a une posture intellectuelle, etc. Hein. Une croyance, puisqu'on est des systèmes, chacun, on est forcément mixte. Hein. Il y a des parties qui ont telle énergie, d'autres qui en ont une autre, le self qui a une autre énergie, et tout ça se brasse et produit des effets qui sont dynamiques. Donc, il y a probablement un peu de tout ça à la fois.
un peu tout ça à la fois. Alors, peut-être que c'est le thème d'aujourd'hui, le début de séance. Hein, que dirais-tu de continuer là-dessus? Parce que je me sens assez à l'aise pour parler de ça, je trouve ça très intéressant. Ouais, ouais, avec plaisir. Hein, avec des questions autour de comment un début de séance, pourquoi un début de séance de cette manière-là. Alors, à quoi sert un début de séance? Alors, à quoi sert un début de séance? J'ai envie de répondre à cette question que ça sert, je rejoins ce que tu évoquais, à s'ajuster au client et pour le thérapeute, et ça sert pour le client à s'installer à sa manière dans cet espace. S'ajuster, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir ce que nous allons faire ensemble, découvrir ce que nous allons faire ensemble pendant cette séance. Parce qu'on ne le sait pas à l'avance, en fait. Pour chaque client, c'est différent, et pour le même client, d'une séance à l'autre, ça peut être différent. Qu'allons-nous faire ensemble? Et à mon avis, le début de séance je mets doigt exprès, répondre à cette question, qu'allons-nous faire ensemble aujourd'hui? Sachant qu'on peut faire des choses très variées, extrêmement variées, déjà selon les techniques, selon l'état de chacun, on ne va pas faire du tout la même chose. Et la séance peut être quelque chose de très organisé, autour d'un thème précis. Elle peut être quelque chose d'assez libre, sans thématique, pour plein de raisons diverses. Elle peut être un accueil au niveau d'émotions qui sont importantes et qui sont déjà là. Elle peut être tournée autour de quelque chose, une créativité qui a besoin d'être mise en place ensemble. En tout cas, on doit répondre à la question, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Est-ce que je te laisse parler? As-tu besoin de parler? Est-ce que tu as besoin de silence? Est-ce que tu as besoin que je te soutienne en te posant des questions? Est-ce que tu as besoin d'une direction ou au contraire, as-tu surtout besoin d'aucune direction? De quoi as-tu besoin? Je pense que ça doit répondre également quel est le besoin du client ce jour-là, dans cette séance avec moi. A-t-il plusieurs besoins simultanés? Parce que c'est peut-être une erreur de penser qu'il y a un seul besoin. A-t-il plusieurs besoins simultanés? A-t-il envie de les hiérarchiser? Est-il capable de les hiérarchiser? A-t-il besoin ou envie de mon aide pour les hiérarchiser? Veut-il que je le laisse se débrouiller pour les hiérarchiser ensemble? A-t-il besoin d'être dans le flou et l'inconfort un certain temps? Ou a-t-il besoin de mon aide pour que je le soutienne pour sortir de cet inconfort? Alors, il y a plein de questions comme ça qui se posent à la vitesse de l'éclair, dont on ne voit passer qu'une ou deux d'entre elles probablement, mais que notre système, à mon avis, voit passer. Et il en saisit une ou deux dans tout ce flot de questionnements. Et tout ça débouche sur quelque chose qui va être plus directionnel. Je ne dis pas organisé, exprès, parce que on peut choisir une direction qui est le lâcher prise sur l'organisation, qui est quelque chose de très désorganisé en apparence, parce que c'est utile. Quelqu'un, par exemple, peut parler de façon incohérente, passer du coq à l'âne, de façon agitée pendant un quart d'heure. Mais il est possible qu'il ait besoin de cette direction pendant ce quart d'heure-là pour déboucher sur une question qui va devenir essentielle à un moment donné, qui va émerger suite à une remarque ou à une reformulation.
Donc voilà, le début de la séance, pour moi, sert à s'ajuster et à choisir ensemble, quand c'est possible, une direction. Je dis bien quand c'est possible, parce que parfois, c'est pas possible, c'est très compliqué de choisir une direction ensemble. Hein, si le client est un petit peu désorganisé, il peut dire oui et non en même temps ou à 15 secondes d'intervalle. Et dans ce cas-là, c'est au thérapeute seul de choisir une direction qui est soit laisser faire, soit suggérer quelque chose, soit insister pour quelque chose, pourquoi pas, ça peut être indispensable parfois. Donc voilà. Voilà ce qui me vient pour le début de séance, de façon un peu improvisée. Comment tu réagis à ça? Je me demandais en fait que, est-ce qu'une des questions justement à se demander, c'est avec qui je suis en relation, avec qui à Mhm. l'intérieur je suis en relation et qui prédomine. Parce que pour ce que tu disais, effectivement, une part peut répondre oui, oui, on va faire ça, puis immédiatement est interrompue par autre chose qui est en fait à la main. Et donc, c'est Oui, vrai que là, il y a avec qui je parle autour de la table, là. oui, oui. Je trouve que c'est une très bonne question. Avec qui je parle autour de la table? Oui. Et est-ce utile, urgent ou secondaire de mettre de la conscience là-dessus? Parce que nous, en tant que thérapeute, on a une croyance qui vaut ce qu'elle vaut, hein, je pense qu'elle est utile, c'est que mettre de la conscience est utile sur ce qui se passe. Par contre, la question secondaire est quand et sous quelle forme? Ce n'est pas négligeable comme question, parce qu'à mettre de la conscience trop vite sur quelque chose, ça peut parfois poser un problème et faire vivre un vrai choc. Sous quelle forme faire prendre conscience? Là aussi, il y a plein de façons de faire prendre conscience de qui est autour de la table à quelqu'un. Quid de la douceur, quid de l'influence, quid de la nécessité ou pas de mettre une lumière plus nette sur une partie. Voilà. Oui, Il y oui, avait je autre pense chose que aussi, autre chose qui me venait aussi, c'est pour revenir sur le comment ça va, parce que là, on a beaucoup, on est dans le point de vue du thérapeute. Je crois que c'est aussi important de laisser du temps au client de scanner, de scruter où est le thérapeute, ce qui se passe. Moi, quand je suis client, j'ai besoin de ce temps-là. Je vois qu'il y a certains clients me posent systématiquement la première question, c'est comment vous allez? Et comme par hasard, ce sont des clients qui ont été maltraités, pour faire général, et qui ont besoin de savoir en disant, mais dans quel état il est? Est-ce que je vais me faire engueuler? Est-ce que je vais... Enfin, il y a quelque chose déjà là, il y a quelque chose qui se joue. Besoin de se rassurer, de se dire, est-ce qu'il va bien? Est-ce que je peux m'adresser à lui? Est-ce qu'il va bien? C'est pas n'importe quel client qui pose la question, comment ça va? alors j'ai une autre expérience qui est complémentaire, hein, qui n'est pas contradictoire, je pense. Les clients que j'ai remarqués qui demandent comment ça va, d'abord, ils ne le font pas à chaque fois, évidemment. Et j'ai remarqué que quand ils le faisaient, pour certains d'entre eux, c'était une façon de m'inviter moi à parler, en premier, surtout. Oui. Voilà. Et j'ai remarqué que c'était un protecteur chez eux, comme tu le dis, qui a besoin de scanner l'état de l'autre avant que le système puisse s'offrir au regard. Et j'ai cru remarquer que c'était un protecteur qui permettait au client de gagner du temps, parce que pendant que le thérapeute parle, lui, il ne parle pas, évidemment. Et si le thérapeute débutant n'étant pas très formé se met à développer son comment ça va arranger le protecteur du client qui va rajouter une seconde question sur le contenu du thérapeute. Ah oui, vous avez dit ça, et pourquoi vous dites ça? Et hop là, et le thérapeute, non averti, va continuer à parler
Là où, dans cet espace-là, c'est l'espace normalement de la parole du client en priorité. Donc, j'ai remarqué ça comme étant une stratégie de protection de plusieurs clients aussi, hein. Voilà. Oui, comment effectivement on crée ce lien, ce premier lien, de part et d'autre? Est-ce qu'on va chercher le lien? Est-ce qu'on reçoit le lien? Euh, hmm, Intéressant. Oui. Et l'autre aspect, dans les clients que j'ai vus qui faisaient ça, il y a un aspect très social que j'ai perçu également. Et quand, au lieu de répondre comment ça va dans le contenu, je, je leur confirme que ce lieu n'est pas en priorité un lieu sociétal, social, d'apparence, mais un lieu où on va parler vraiment de soi. Je m'aperçois très rapidement qu'ils lâchent la question, qu'en fait, dans le fond, ça ne les intéresse pas, et qu'en fait, ils ont envie de parler d'eux. Voilà, qu'ils sont entrés comme dans le lieu comme on rentre. Il y a une partie d'eux, un protecteur probablement, qui rentre dans la pièce comme on rentre dans une boulangerie ou ailleurs. Bonjour, comment ça va? Voilà. Et ils lâchent ça très très vite. Très très vite. Je m'aperçois clairement qu'ils s'en foutent en fait. Ils ont envie de parler d'eux. Il y a aussi cet aspect-là. Voilà. Oui. D'enlever le vêtement social après avoir enlevé la veste, quoi. Hmm. Voilà. Mais en tout cas, je pense qu'au-delà du premier mot, c'est un temps important, c'est vrai, ce premier temps d'accueil, où chacun va s'installer, prendre ses repères, comme tu dis, scanner l'autre et soi-même, pour le thérapeute en tout cas, et vérifier ensemble, plus ou moins consciemment, plutôt consciemment chez le thérapeute quand même, la réponse aux questions qu'on vient d'évoquer. Donc, dont notamment qu'allons-nous faire ensemble aujourd'hui, donc, et qui est autour de la table, comme tu dis. Et comment allons-nous, quel repas allons-nous faire avec ces convives-là qui sont autour de la table. Ouais. Donc, sur le début de séance, j'ai remarqué que très souvent également, alors là, c'est assez général, la plupart des clients commencent à parler de ce qu'ils veulent, hein, peu importe ce que c'est. Et si on les laisse faire, voir si on les interroge sur le contenu de ce qu'ils disent, vont continuer, évidemment. Par exemple, le premier client arrive, tiens, il se met à parler de son travail, ça s'est mal passé au travail, on le laisse faire. Si on lui pose une question du style même, pouvez-vous préciser, il va préciser, développer, va enchaîner sur autre chose, soit concernant le travail, soit concernant un lien qu'il fait avec autre chose, hein, sa famille, voilà, interroger, ah oui, pouvez-vous préciser, etc. Et si le thérapeute ne pose pas une question à un moment donné du type OK, que voulez-vous que nous fassions avec tout ça aujourd'hui? Eh bien, le client va continuer de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas y avoir de contrat de séance. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de projet commun pour cette séance. C'est-à-dire que le client va lancer un processus, et quand je dis le client, ça peut être, on ne sait pas, un protecteur quelconque, ou autre chose d'ailleurs, mais sans qu'on sache vraiment ni où on va, ni pourquoi on y va, ni si ça a un lien d'ailleurs avec une séance précédente, ni si ça a un lien avec l'objectif quelconque.
Et ça pourrait poser la question en fin de séance du style, mais dans le fond, pourquoi se sont-on rencontrés aujourd'hui? Et c'est pour ça que je trouve intéressant, après le temps d'ajustement, d'offrir au client ce type de questions, lui permettant de prendre une décision éclairée sur comment il veut profiter de la séance. Donc ce type de questions, à savoir, ok, maintenant que tout ça a été dit, l'introduction pouvant durer un temps variable, maintenant que tout ceci a été partagé, ça peut être de l'émotion aussi d'ailleurs, que voulez-vous qu'on fasse ensemble aujourd'hui avec tout ça? Voilà. Et là, quand on fait ça, on ajoute un point-virgule à la phrase relationnelle de la séance, qui offre une opportunité au client pour qu'il décide de ce qu'il veut faire de cette séance. Plutôt que ce soit juste le thérapeute qui suive le fil, sans aucune direction d'ailleurs. Du coup, c'est pas parce qu'un bateau navigue sur l'océan et direction nord-ouest, et puis après nord-est, et puis après sud-est, c'est pas parce qu'il navigue qu'il a une direction. Et c'est toujours intéressant sur le bateau, après avoir erré un petit peu dans la baie, de dire ok, et du coup, on fait quoi maintenant? Est-ce qu'on revient à la plage? Est-ce qu'on va voir cette île-là? Qu'est-ce qui vous intéresse? Voilà. Ce que je me poserais comme question, c'est, je vois évidemment ce que tu dis, le fait de reprendre conscience en tant que client et de redécider. Pour autant, si une part, on va dire, narrative prend la main directement en séance, en quoi elle est mieux ou moins bien qu'une autre part qui elle, va décider? En quoi il y a une sorte de hiérarchie? Je pourrais me demander ça. Parce que finalement, s'il se joue ça, en quoi ce serait mieux ou moins bien que, bah non, finalement, je décide de ne pas exposer mon problème, je décide de faire autre chose. Il y a quelque chose qui m'interroge. Ça ne me paraît pas si évident, en fait. Je ne sais pas si je suis clair, mais... Alors, déjà, d'abord, moi, je n'ai pas employé ni le mot hiérarchie, ni mieux ni moins bien, et je ne mets pas de système de valeur. Oui, c'est vrai. Hein. Et c'est Oui, pas parce qu'il y a c'est pas parce qu'il y a un choix qu'il y a un système de valeur. Enfin, au sens mieux, moins bien, pas bien. Ce sont des choix stratégiques. Par exemple, on est sur, je garde la métaphore du bateau qui est dans la baie. On peut tout à fait passer sa journée entière à faire des ronds dans l'eau, et c'est très bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et on va reprendre le bateau le lendemain, et puis revenir dans la baie, et puis faire la même chose. Pourquoi pas? Mais il va y avoir un moment, je suis quasiment certain, où l'un des passagers ou les passagers seront intéressés par la question, tiens, et si on allait dans une direction, cette direction-là? Voilà. Donc, ce n'est pas une question de valeur, ni de hiérarchie. C'est plutôt une question qui a à voir avec parfois les besoins de structure. Alors, en analyse transactionnelle, mais pas qu'en analyse transactionnelle, il est question des besoins, hein, d'autres méthodologies également. Et parmi la liste des besoins qu'ont les humains, il semble qu'il y ait notamment le besoin de structure et le besoin de sens. Et cette question, elle a à voir avec ça. Elle a à voir avec, c'est comme si on disait, avez-vous envie de structurer ce qui se passe?
En avez-vous besoin? Sachant que la personne peut tout à fait dire non. Mais au moins, on lui a laissé l'opportunité de vérifier si elle a besoin de structure. C'est-à-dire qu'en fait, on lui donne l'opportunité, mine de rien, d'observer son propre système interne et de vérifier si à l'intérieur, elle veut suivre, par exemple, la direction qu'un protecteur est en train de mettre, parce que c'est quand même une direction. Prenons un exemple très concret pour quitter l'aspect complètement abstrait ou intellectuel. Un client va se mettre à parler de son travail, dans lequel ça se passe mal. Mettons, il a eu des soucis avec un collègue. Et puis il en parle 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, pourquoi pas. Hein. Si le thérapeute ne fait rien et continue à laisser faire, donc, a priori, on pourrait imaginer, pourquoi pas, que le client va continuer un certain temps. C'est une possibilité, peut-être une demi-heure. Après, ça dépend combien de temps dure la séance. Si elle dure 3 quarts d'heure, il reste un quart d'heure pour X, Y, Z, y compris conclure. Mais si on pose la question que j'évoque, au bout de 10 minutes ou un quart d'heure, ça laisse au système client l'opportunité de se dire je suis en train de parler de ça, mais dans le fond, est-ce que c'est ça qui est essentiel pour moi aujourd'hui ou pas? J'ai 3 quarts d'heure avec cette personne que j'ai choisie. Et souvent, les clients disent oui, enfin, j'ai dit ça, non, aujourd'hui, j'ai envie de parler de ma mère et de ce qui se passe. Ça permet de rebooter le système pour le client qui le souhaite et de vraiment vérifier si ce qui est en train de se passer là est une diversion d'un protecteur ou si c'est le thème essentiel qu'il veut vraiment traiter et travailler aujourd'hui. Voilà à quoi ça sert. Et donc, ça sert à donner un sens, à structurer, en tout cas, à proposer au client de le faire, parce que ce n'est pas moi qui le fais. Hein. Pas moi qui lui dis, bon, on fait une pause, on choisit une direction. C'est pas ça. Hein. Et c'est pas non plus en disant, c'est mieux que vous preniez une direction. Hein. Non, non, c'est faisons une pause. Vous venez de dire tout ça. Est-ce que ça vous donne envie d'une direction particulière avec moi aujourd'hui? Laquelle? Ou pas? Donnez-moi votre avis. Voilà. Est-ce que ça précise les choses? Écoute, très bien. Et ce que je me disais, c'est est-ce que, pour reprendre cette métaphore de nos parties autour d'une table, Oui. S'il n'y a qu'une partie qui parle, très narrative et qui occupe l'espace, le Ouais. fait de faire cette pause et d'apporter cette conscience, on réimplique finalement implicitement les autres parties C'est ça. pour que toute la table soit d'accord, hein, plutôt que ce C'est soit ça. simplement une partie qui prenne la main, quoi, c'est ça? C'est ça. C'est exactement le but de ça. C'est exactement le but de ça. Et malheureusement, je pense que beaucoup de thérapeutes se font avoir avec les parties narratives. Et ce que je vois, c'est-à-dire oublient de faire les pauses pour vérifier ce que veut le système, en fait, et pas uniquement ce que veut la partie narrative. Et c'est ce qui donne des espèces d'échanges où le thérapeute et le client vont s'embarquer sur un chemin sans qu'il n'y ait jamais eu aucune négociation proposée pour le système interne du client. Parce que les protecteurs sont super doués pour enfermer les exilés, comme tu sais. Hein. Et une des façons d'enfermer les exilés, en étant très doué, c'est d'embobiner le thérapeute pour parler avec lui d'un truc, d'un bidule et d'un machin, qui soit n'a rien à voir avec les problèmes centraux pour lesquels le client vient, hein, soit des problèmes périphériques, soit pourquoi pas, comme pour reprendre le thème de tout à l'heure, lui demander au thérapeute comment il va, et si jamais il répond de façon un peu circonstancielle, poser une deuxième et une troisième question sur lui-même, etc. Donc les protecteurs sont extrêmement efficaces. Alors tout ça, quand je dis ça, c'est pas pour les critiquer, ils font leur job, hein. Mais charge à nous de ne pas être dupes du fait qu'ils font leur job. Et charge à nous de ne pas être complices surtout.
c'est-à-dire de ne pas activer nos propres protecteurs complices des protecteurs du client. L'exemple typique, c'est un client et un thérapeute qui vont parler philosophie pendant une demi-heure. Voilà, et les deux étant très intéressés, et oubliant que le client est venu pour autre chose, a priori. Et là, on voit comment les protecteurs peuvent être complices pour continuer à enfermer les exilés qui, pendant ce temps, font toc-toc à la porte en disant « Moi, je suis venu pour autre chose, je souffre. » Est-ce que, ce qui me venait, là, je réagis, hein, Oui. ce qui me venait, c'est est-ce que ça pourrait pas quand même, dans certains cas, parce que c'est sûr que quand on généralise, c'est forcément faux ponctuellement, Eh oui, oui. mais c'est pas amadouer, mais finalement générer une forme de confiance avec le protecteur en allant un petit peu, en l'écoutant, en allant un petit peu avec lui, etc. Toi, une sorte d'alliance au bout d'un moment. Ça peut prendre du temps quand même. Ah oui, je suis d'accord avec toi, c'est à nuancer, que ça peut être intéressant de faire. C'est important de faire alliance avec les protecteurs, et la confiance des protecteurs est très importante. Mais pour moi, la confiance des protecteurs ne va, comment dire, être renforcée, la vraie confiance, que s'ils rencontrent le self du thérapeute et non pas notre protecteur. C'est pas pareil du tout. Mm. Pour moi, la confiance des protecteurs ne va être renforcée que s'ils rencontrent en face d'eux quelqu'un qui n'est pas dupe de qui ils sont et qui néanmoins les respecte et qui en plus a comme intention de comprendre qui ils sont et quelles sont leurs peurs. Et par contre, je pense qu'au contraire, la confiance des protecteurs dans le système thérapeute va être perdue s'il voit que le thérapeute est amalgamé avec des protecteurs que lui-même peut manipuler, que le protecteur du client peut manipuler. Là, je pense que ça peut faire perdre la confiance. Parce que le protecteur va probablement se dire, ben voilà une bonne affaire, j'ai trouvé un protecteur chez le thérapeute qui est d'accord avec moi, il est capable de parler avec moi pendant toute une séance de quelque chose qui n'a rien à voir avec le problème, donc peut-être une deuxième fois ou peut-être d'autres choses. Et je pense qu'au contraire, ça va apaiser le protecteur, mais pas renforcer sa confiance dans le système thérapeute. Au contraire. Et puis il aura parfaitement fait son job qui est de contrôler l'autre pour éviter. C'est ça. Ouais. C'est vraiment son boulot, quoi. Donc, il sera en paix, on est bien d'accord, c'est vrai. Il sera tranquille, il aura confiance, non pas dans le thérapeute, mais dans le protecteur du thérapeute, on va dire, comme étant un bon copain. Oui, et puis dans une alliance qui n'a rien à voir avec la thérapie finalement, enfin dans le sujet de la thérapie. C'est ça, exactement. Exactement. Donc il aura juste évité les choses, Oui, désamorcer le thérapeute, c'est ça, on peut c'est dire. ça, c'est ça. C'est pour ça qu'on pourrait nuancer, j'aime bien ce que tu disais, parce que c'est important de nuancer, euh, faire alliance et être complice. On pourrait distinguer ça comme ça. Quand c'est le protecteur du thérapeute qui parle avec le protecteur du client, il y a une complicité. Quand c'est le self avec le thérapeute, avec le protecteur, il peut y avoir une alliance parce qu'il y a une vraie écoute et une compréhension de ne perdons jamais ça du rôle du protecteur et pourquoi il est là. Et qu'il se sente compris dans son rôle. C'est la grosse différence entre être complice et être dans l'alliance. Et en plus, dans ces cas-là qu'on évoque, le thérapeute est complice involontairement sans s'en rendre compte, en plus, puisque lui-même est amalgamé avec son propre protecteur. Mm. Donc, c'est pour ça que faire le point, tu vois, à la fin d'une introduction, pour revenir à ce qu'on disait, c'est une façon d'inviter le système client à revérifier quelles sont ses priorités pour cette rencontre. Et il est tout à fait possible qu'il réponde, bah oui, ma priorité, c'est de parler de ce dont je suis en train de parler depuis un quart d'heure, c'est essentiel pour moi. Ok, dans ces cas-là, si
ça se confirme comme ça. L'avantage, c'est que quand on conclura la séance, on saura, on pourra de toute façon ramener le client au fait qu'il a pris cette décision-là et qu'on lui a proposé d'y songer un petit peu. Alors, on touche à ce que tu nous dis, partageais là sur les méconnaissances, et finalement, on éclaire qu'il y a un protecteur, une part narrative, ou une part ceci, une part cela, qui prend la main. Et le fait de remettre un peu de recul et d'éclairage permet justement de prendre plus conscience de ce qui se joue, quoi. Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que on pourrait imaginer tout à fait que le client dise si, si, je veux parler de ça, et que ce ne soit pas le client qui réponde, mais juste le protecteur. On peut Oui, imaginer on ne ça. peut pas lâcher Hein. l'affaire. On peut imaginer ça. Hein. Et rien n'empêche d'ailleurs le thérapeute de prendre quelques secondes et de dire OK, ben, vérifiez bien si vous êtes sûr, hein, parce que pour moi c'est OK hein, si vous êtes sûr. Hein. Ça vaut le coup hein, de prendre quelques secondes pour vérifier, parce qu'une séance c'est important, une séance. Donc une séance mérite bien quelques secondes de méditation pour être sûr quand même. Donc on a le droit, j'ai envie de dire, peut-être le devoir d'inviter le client à bien vérifier, quoi. Si voilà. Et si ça se confirme, et si le protecteur prend la main en disant oui, oui, c'est ça que je veux, hein, et bien à ce moment-là, ça veut dire qu'on doit suivre, on n'a pas le choix, le fil du protecteur, parce que ça veut dire que le self n'est pas suffisamment présent, probablement, pour que ça se négocie à l'intérieur, et qu'on va devoir, et ça peut être utile, écouter ce que le protecteur a à dire, mais peut-être pas avec notre protecteur, par contre, avec notre self quand même. Quand même. Et il y a peut-être une dimension aussi sur le fait que peut-être en début de thérapie, on ne connaît pas complètement les thématiques de la personne. Et par Oui, exemple, sur des personnes qui n'ont jamais été écoutées ou qui ont eu l'impression de jamais être écoutées, oui, c'est important de prendre du temps. Alors peut-être c'est un temps éclairé, comme tu dis, mais oui, pour être écouté, parce que finalement, là, il se joue une forme, je ne sais pas si on peut dire de transfert, mais de pouvoir enfin être écouté par quelqu'un, d'avoir cette oui, sensation-là. oui, oui, oui. Oui, oui, c'est très important. Tu as raison. Hein. Quand on ne connaît pas les gens, on ne connaît pas les thématiques essentielles. Et donc, c'est très important qu'il y ait beaucoup d'espace hein, pour l'expression libre. Enfin, je trouve, moi. C'est très important qu'il y ait de l'espace pour l'expression libre. Et la pause que j'évoquais peut avoir lieu au bout d'un quart d'heure, mais elle peut avoir lieu au bout de 3 séances. Au bout de 3 séances, on pourrait tout à fait dire, bon, depuis 3 séances, parler de ce thème, est-ce que c'est ça qui est essentiel pour vous à aborder hein. Ouais, c'est ça. Ouais, je trouve ça intéressant, effectivement, d'avoir cette métrique-là, en fait, cette liberté-là. Ah oui, oui, je trouve que la liberté, c'est un mot très important dans l'accompagnement, de mon point de vue, que le client se sente libre, mais le thérapeute aussi d'ailleurs, hein. Les deux, hein, quand même. Hein. Mm. Et le thérapeute doit se sentir libre d'intervenir ou de ne pas intervenir. Hein, voilà. Pas trop coincé avec un modèle et qu'il a appris, et qu'il garde une marge de liberté, d'improvisation et de créativité. Ça me paraît essentiel. Avec un petit bémol sur le mot liberté, hein, parce que évidemment, le mot liberté va être interprété de manière très différente par les protecteurs, les exilés et le self. Hein. Si on donne ce mot liberté à manger au protecteur, il va t'en faire un truc très particulier. Hein. Il suffit de voir comment fonctionnent les. Alors là, je reviens à mon dada, comment fonctionnent les politiques dans des pays variés. Ne nommons rien du tout. Les politiques sont des spécialistes pour utiliser le mot liberté de manière, on va dire, étrange parfois. Donc, voilà, ça peut être tu es libre dans telles conditions. La liberté, c'est moi qui décide
ce que c'est, mais toi, tu te tais. Voilà, c'est ça la liberté. Donc, ça dépend. C'est très compliqué, ce mot-là, un petit peu aussi. Hein. Ouais, en tout cas, peut-être que là, dans la thérapie, il y a ce cadre qui t'est cher et que c'est une liberté, une souplesse dans ce cadre-là, dans un cadre. Oui, oui. Ah, parce qu'un un pompier ou un protecteur peut te dire, ben, c'est ma liberté de me scarifier. Hein. C'est ma liberté de tuer quelqu'un. Hein. Etc. Hein. Donc, le mot liberté, c'est comme beaucoup de mots. Hein. C'est une tarte à la crème, ça peut être utilisé dans n'importe quel contexte pour valider n'importe quoi. Hein. Pour votre liberté, vous allez faire ceci ou cela, mes chers concitoyens. Donc, je me méfie un peu des tartes à la crème comme ça. Si on n'a pas regardé avec un zoom ce qu'il y a derrière. Tu sais, moi, je pense que les mots, les jolis mots comme amour, liberté, etc., qui sont pour moi des tartes à la crème qui ne veulent rien dire, en eux-mêmes, on voit vraiment leur sens quand on voit les conséquences de la manière dont ils sont utilisés. Hein, je parlais hier avec ma famille de la religion, on avait un petit débat sur la place de la religion. Et je pensais à ce qui s'est passé en Amérique du Sud avec la religion chrétienne, catholique, entre autres. Voilà. Et je dis, ça dépend comment on utilise les choses. Les conséquences révèlent le sens que les mots ont chez quelqu'un, pour moi. Si quelqu'un utilise le mot amour pour t'assassiner, c'est que son mot amour est proche du mot meurtre, dans le sens. Si quelqu'un utilise l'amour et que ça te fait du bien, là, le mot amour est probablement proche du mot affection et positif. Et il en est de même pour le mot liberté. Si le mot liberté débouche sur de l'enchaînement et des restrictions, il est probable que le mot liberté a plus à voir avec le mot dictature. Si le mot liberté débouche sur de l'épanouissement, du bien-être, de la fraternité, il y a des chances que ce mot liberté soit plus proche d'un mot du style communion ensemble, relations humaines. Donc je crois plutôt que les mots n'ont de sens qu'au regard des conséquences qui en découlent. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'est-ce que le mot est utilisé comme une sorte d'arme par un protecteur, ou est-ce qu'il est une intention de, comme tu dis, de communier, c'est-à-dire de partager quelque chose en commun, C'est ça, effectivement très très différent, quoi. c'est ça. C'est pour ça le mot liberté y compris, quoi. Hein. Donc la Ouais. liberté dans une séance, par exemple, consisterait-elle pour le client à monter sur tes sièges et à faire pipi contre la cloison, hein, s'il est libre? Ben oui, s'il est libre. Et vous êtes libre, monsieur. Mais non, la liberté de l'exilé. Vous pouvez faire pipi sur la cloison, il n'y a pas de problème. Donc, hmm, Effectivement. Mais là, peut-être qu'on sortirait du cadre. ben c'est possible. C'est possible que on sortirait du cadre. Oui, mais monsieur, vous m'enfermez dans votre cadre. Je ne suis pas libre dans votre cadre, etc. Tu vois, on peut caricaturer la chose en s'amusant hein, avec le mot liberté. Moi, je croyais que j'étais libre de dire et de faire ce que je voulais. Alors, le thérapeute dit oui, oui, vous êtes libre de dire, mais pas de faire. Ah bon, d'accord. Bon, ben, vous êtes un sale connard. Et je lui dis, tiens, t'as insulté en te gueulant dessus. Ça ne va pas durer très longtemps, à mon avis, je ne suis pas sûr. Etc. Et non, Oui, non, c'est. ça montre que dans un cadre, finalement, il y a tout un implicite social, Ah, oui, parce qu'on on peut pas tout nommer. Enfin, si dans eh un oui, cadre, au début, je nomme qu'on n'a pas le droit de faire pipi contre une cloison, la personne va être étonnée quand même. et je pense. Il y a tout un implicite social de comportement qu'on met dans C'est un ça, cadre sans le savoir, quoi. c'est ça, exactement. Exactement. Euh, donc voilà, pour les mots et les choses. Hein, et donc, les Ouais. jolis mots n'impliquent pas les jolies choses. Et parfois, des mots moins jolis peuvent être très utiles, comme le mot haine,
Souvent, dans mon séminaire sur le transfert, j'invite les gens à lire le livre de Winnicott qui s'appelle La haine dans le contre-transfert. Et on voit à quel point ce mot est très utile pour analyser et comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc les mots, hein, et les choses. Alors, comment on pourrait conclure tout ça petit à petit? Ouais, c'est ce que je pensais. Qu'est-ce qu'on pourrait, Ouais. sur les premiers mots, sur le démarrage d'une séance, sur qu'est-ce qu'on pourrait synthétiser? Oui, alors ce que moi j'ai envie de synthétiser pour l'instant, c'est que l'intention est plus importante que les mots et la stéréotypie. Ça, c'est un premier point. Que s'harmoniser au client est plus important que avoir des principes. Que avoir des principes est très important quand on ne connaît pas les clients, quand on ne les a pas encore rencontrés, ou quand on est dans des situations complexes. Du coup, c'est très important d'avoir des guides avec des principes et de la formation. J'ai envie de conclure aussi en disant que le début d'une séance est très important pour justement s'harmoniser au client et que le client s'harmonise avec nous dans le but de lui offrir un moment pour qu'il décide avec son système interne comment il veut profiter de la séance. Charge à nous de valider si c'est cohérent pour nous et acceptable et faisable, évidemment. Voilà. Donc voilà ce qui me vient. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Écoute, non, voilà, brûle pour point, là, Non, non. Ça me paraît non, une bonne ok. chose. Ok. Merci, Et ben Alexandre. voilà, donc j'ai envie de dire bon démarrage à tout le monde pour les séances.